Ok. C'est tout bon? Allez, j'y vais. Et à ce moment-là, quand tu te retrouves à rouler à seulement 30 cm d'une falaise de 400 mètres de vide, tu te dis « Qu'est-ce que je fais ici ?» Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de ne pas écouter les bruits du monde et écouter le silence de l'âme. C'est-à-dire, tous les gens te diront dans la vie, c'est impossible, t'es trop loin, c'est pas faisable, c'est trop dur. Ça, c'est les bruits du monde. Mais les gens n'écoutent jamais le silence, de se remettre sur soi-même, à l'intérieur de soi-même, et de réaliser, de demander à soi-même ce qu'on veut faire dans la vie. Et quand on a la réponse, elle viendra automatiquement, hein, c'est de suivre ce silence. Number one in your life's blueprint should be a deep belief in your own dignity, your own worth, and your own somebodyness. Don't allow anybody to make you feel that you are nobody. Always feel that you count. Always feel that you have worth. And always feel that your life has ultimate significance. Secondly, in your life's blueprint, you must have, as a basic principle, the determination to achieve excellence in your various fields of endeavor. You're going to be deciding as the days and the years unfold what you will do in life, what your life's work will be. Once you discover what it will be, set out to do it, and to do it well. We must keep moving. We must keep going. If you can't fly, run. If you can't run, walk. If you can't walk, crawl, but by all means, keep moving. Bonjour, je m'appelle Alexis Righetti. Alors, du coup, je suis... Merde, bon, ça commence mal. C'est toujours le début. Bonjour, je m'appelle Alexis Righetti. J'ai 38 ans. Un peu plus qu'Alexandre, du coup. Hein. Mon truc, c'est d'aller vraiment en haute montagne et de chercher des lignes qui n'ont jamais été faites et d'arriver à les descendre à vélo. Donc c'est pratiquement plus de la montagne que du vélo, on va dire. On se concentre. À droite, la chute, elle est mortelle. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi Alexandre et moi, on a ridé ensemble.
parce qu'on a quand même des pratiques très différentes, hein, et des états d'esprit qui sont aussi différents. Mais en fait, ça faisait plusieurs années qu'on discutait ensemble via Internet. Et Alexandre, il a toujours été fasciné par le freeride. Et d'ailleurs, même quand il faisait des sorties en bike park et tout ça, ça lui arrivait d'essayer de faire des trucs en freeride à côté. En tant que pratiquant du freeride, j'étais déjà abonné à la chaîne d'Alexis. Et c'est à force de suivre ses aventures, de le voir descendre des montagnes dans des paysages absolument somptueux, que je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de tester tout ça, mais en grandeur nature. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est-à-dire qu'on s'était mis d'accord pour se voir un week-end, et puis que moi je l'emmène en montagne, un peu comme un guide, et que je lui fasse découvrir tout cet univers. Je peux te prêter une balade si tu veux. T'as pas déjà fait avec les jambes, c'est même pas... C'est bon? Ouais. Tu me dis si jamais tu le sens pas, je viens t'aider là. Et on a fait un petit sommet d'essai d'abord, et je me suis rendu compte qu'Alexandre, il était vraiment... Enfin, il n'y avait aucun problème, quoi. Il avait la caisse, il avait la motivation, il n'avait pas peur. Donc franchement, c'était cool. Après, il faut dire que sur ce premier sommet, c'était une descente vraiment facile, c'est-à-dire que hormis la première phase qui était freeride, le reste c'était quand même relativement des sentiers typés enduro, si on peut dire. Donc technique, mais pas trop explosé. Et de toute façon, c'était vraiment une première expérience pour qu'Alexis juge un peu de mon niveau. Donc c'était logique qu'il n'allait pas m'amener sur quelque chose de démentiel tout de suite. Et du coup, pour le deuxième sommet, je lui ai demandé ce qu'il voulait faire. Et c'est là, je me souviens encore, je lui ai dit ah, c'était bien, mais on peut pas faire plus gros. Et du coup, il m'a dit vraiment un gros truc de freeride avec un haut sommet et tout. Et ben, je lui ai proposé le pic de Coarère, qui est une des plus grandes faces qu'on peut rider dans les Pyrénées, parce qu'il y a 1000 mètres de face, que du freeride, totalement sauvage. Et par contre, c'était sur un très gros dénivelé. Alors évidemment, j'ai tout de suite répondu oui, même si j'avais aucune notion de ce que c'était 1200 ou 1300 mètres de portage. Ah, quand tu vois ça là, Ouais. t'es pas content de te dire qu'il y a des ours en plus dans les Pyrénées? Ah mais si, je suis très rassuré. Et alors ça s'est très bien passé. Alors je vais pas vous refaire parce qu'on a sorti un film là-dessus qui a même été projeté au cinéma et que vous pouvez toujours retrouver sur YouTube. On en a sorti un beau film. Il s'est passé 2-3 péripéties, on va pas revenir dessus. Mais globalement, par contre, ce que j'en ai ressorti, c'est que Alexandre, il a suivi vraiment. Il m'a impressionné à la montée, franchement. Alors il a eu un peu peur des fois sur des passages raides ou d'escalade, mais ça c'est normal hein, quand on n'est pas habitué. Je veux dire, quand d'un coup tu passes de l'Alsace et à ça, voilà quoi. C'était à la fois terrifiant, mais aussi incroyable, dans le sens où je me sentais tout petit à côté de la nature, je sortais complètement de ma zone de confort. C'est l'aventure. C'est l'aventure. J'ai déjà roulé en montagne avec des enduristes pros, avec des mecs qui faisaient les EWS ou des trucs comme ça. Et
Et les expériences que j'avais eues, c'était pas du tout celles d'Alexandre. C'est-à-dire que les mecs, souvent, en fait, quand ils se retrouvaient en vrai terrain de montagne et qu'ils n'avaient pas l'habitude, et ben franchement, ils étaient un peu tétanisés, un peu coincés. T'avais l'impression que d'un coup, ils baissaient de 3 niveaux techniques en vélo. Et Alexandre, c'était pas du tout ça. Alexandre, lui, il est resté au taquet de son niveau. Et j'ai été impressionné de la façon dont il avait descendu sans du tout connaître les terrains de montagne au début, quoi. Alors du coup, c'est vrai que la Coarair, c'était une super expérience de montagne. Parce que là, Alexandre, il a vraiment compris ce que c'était que les contraintes en montagne. On les a subis même, enfin on les a subis. Mais du coup, on n'avait pas fait de beaux rides en montagne. Enfin, c'était un beau ride en tant que tel, mais c'était plus un sauve qui peut, hein, la Coarair. C'est-à-dire qu'on s'est enfui du sommet. On a tout abandonné, on s'est enfui du sommet. Bon, alors faut vraiment se manier là. C'est vraiment, là c'est vraiment pas bon là. Et là, attends. Attention, on est stressé, donc fais gaffe, parce que c'est là qu'on tombe. D'accord? D'accord. Donc tu fais gaffe. Dès que tu sens pas, tu te poses à terre. Oui, ok. Ah putain. Attends. Vas-y, on se concentre. On se concentre, on relâche. On se concentre. À droite, la chute, elle est mortelle. Donc c'était pas des conditions de ride optimales, c'était une expérience, mais voilà quoi. À la suite de ce week-end de ride avec Alexis, je demandais qu'une chose, c'était de retourner en montagne. En Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes. Le virus pourrait se propager à l'étranger. Il y a eu les confinements, il y a eu on n'a pas pu caler nos plannings, tout ça, donc c'est vrai que ça a mis 2 ans pour qu'on se revoie à nouveau. Et pendant ces 2 ans, Alexis et moi, on n'a pas pu se voir, il s'est passé énormément de choses. Premièrement, j'ai signé avec Rose Bike, qui est mon sponsor principal. Donc depuis que je roule sur leur vélo, la vitesse de progression, elle a été juste impressionnante. Alexandre, d'une part, il a gagné en niveau, il a quand même un sacré niveau. Et d'autre part, en fait, il s'est mis à la compète. Alors, ma saison de compétition résume en un mot: intense. On a eu des sensations fortes. Oh putain! Des ascenseurs émotionnels. Ah putain! C'est vraiment un putain de merde! Une coupe du monde d'enduro. Un ride dans une citadelle. Un ride sur le glacier. Des esprits un peu échauffés, c'est vrai. Débranche-moi ce putain de cerveau là! Et un podium. Mais malheureusement, cette saison 2022 était tellement incroyable que pour à nouveau ressentir ces émotions, cette adrénaline, j'ai été obligé de mettre la barre de plus en plus haute, voire un peu trop haute. Et pour illustrer cet état d'esprit, je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple que le ride de Crète que j'ai fait après ma compétition, donc à la méga avalanche de l'Alpe d'Huez. J'ai tracé à travers la forêt et la rivière dans l'objectif de monter sur cette crête. Et plus je monte, plus j'ai une petite voix qui me dit que c'est quand même très exposé, t'es tout seul, personne sait où t'es, t'as littéralement pas la place à l'erreur. Et c'est comme si une partie de mon cerveau me criait de retourner à la voiture, que c'est une erreur ce que je fais. Et une autre partie me criait que c'est beaucoup trop tentant et il faut que tu essayes. There are those of us who like to venture to the unexplored. To see the beauty in the strange and unknown.
Those of us who go out there with a sense of wonder, bridging worlds, finding delight in our differences. If you are one of us and you want to explore more of this great planet, your wings already exist. All you have to do is fly. It's the magic of risking everything for a dream that nobody sees but you. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Et à ce moment-là, quand j'ai fini de descendre cette crête, quand toute la pression redescend d'un seul coup, j'ai vraiment pris conscience à quel point ta vie peut basculer, mais en une seule fraction de seconde. Ah, je sens plus mon pied! Mon pied, il est cassé! Mon Dieu! C'est bon, aide-moi! Non! Je m'appelle Antoine Ringenbach, j'ai 23 ans. J'ai commencé dans les sports extrêmes par le VTT de DH à l'âge de 10 ans à peu près, où j'ai évolué pendant 4 ans jusqu'à avoir un gros accident. Juste avant d'atteindre un très bon niveau presque professionnel. Après cet accident, j'ai pas fait de vélo pendant un petit moment, je m'y suis remis, mais j'avais plus la même passion et plus les mêmes objectifs. Donc petit à petit, je me suis détourné du vélo. Et après, j'ai découvert le parapente, aussi dans sa version un peu extrême, adrénaline. Pour ce qui est de ces sports aussi, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup d'engagement. Donc forcément, on se vide la tête aussi, on n'a rien d'autre à penser. C'est comme un peu de la méditation de faire ces sports-là. Quand je vois Alexandre évoluer, rouler, etc., et ben en fait, on n'a pas la même vision, lui et moi, de l'évolution, etc. Lui, ce qu'il va chercher, c'est vraiment un gros pic d'adrénaline sur le moment. C'est quelque chose qu'il faut toujours prendre un peu avec des pincettes parce que c'est quelque chose qui peut vite tourner mal, quoi. Dans le sens où au final on peut avoir tout de suite un gros accident parce que du coup on passe souvent de palier à un autre palier. Mais en quelque sorte après c'est vrai que quand tu finis ton truc,
t'es là, tu dis waouh, mais j'ai fait un truc de fou, il y a une énorme sortie de zone de confort. Et c'est vrai que l'adrénaline, elle va être démultipliée à ce moment-là. Oh putain! Yes! Je pourrais conseiller ça comme la drogue, hein, c'est se prendre un gros shoot d'un seul coup. Et du coup après, tout va être cool pendant un petit moment, quoi. Mais c'est toujours quelque chose qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes aussi, quoi, parce que faire attention, quoi. Malgré toute cette sécurité que je prenais et les paliers que j'ai pris, un jour j'ai un peu dérogé à cette règle et voilà, je me suis dit, on tournait un film avec un ami proche. Il y avait des pistes où on voulait filmer, où on avait prévu de faire ça le lendemain, où au final c'était fermé. Et du coup, par rapport à ça, en fait, je me suis engagé sur une double noire, la ligne du Châtel Mountain Style à Châtel. Et au final, je me suis engagé, j'ai fait la première partie, pas mal de reconnaissance. Et après, il sonnait midi, on devait aller manger pour avoir du timing l'après-midi. Et du coup, je me suis dit, bon, le dernier saut, je vais prendre un peu moins de reco, ça m'aurait pris 10 minutes de plus. Et en fait, j'ai pris trop de vitesse pour arriver sur le step-up, step-down. Donc en fait, un step-up, step-down, c'est un saut. On va arriver sur une plateforme et on va sauter dans la falaise derrière. Ah, je sens plus mon pied! Mon pied, il est cassé! Mon Dieu! Au lieu d'arriver ici, je suis arrivé au bout, donc avec trop de vitesse, et je suis passé devant là où il y avait la falaise où je devais sauter avec le vélo, mais sans le vélo, et du coup je suis tombé d'à peu près 8 mètres, et là mes deux chevilles ont complètement éclaté, ce qui m'a valu 6 mois de chaise roulante, du lit d'hôpital, multiples opérations. Et par rapport à ça, du coup ça a un peu arrêté ma carrière, et quand j'ai pu remonter sur un vélo, j'avais plus la même passion non plus. Donc voilà, pour dire que quand des fois on grille du coup ce palier, parce qu'au final on va se dire si j'aurais pris 10 minutes pour faire ce palier en plus, ce saut qui me manquait pour savoir quelle vitesse il fallait, ça m'aurait fait économiser 6 mois de chaise roulante et des douleurs et tout ça. Donc par moment, ouais, il faut savoir vraiment y aller étape par étape, quoi. Ça y est, l'aventure commence enfin. Ça fait 2 ans que j'attends ce moment. 2 années que cette soif d'aventure me crie de retourner en montagne. 5h30 du matin. La fatigue est présente, mais le vrombissement des réacteurs me maintiennent réveillé. J'aurais presque l'impression d'entendre le vent qui souffle sur le pic du Coaria. J'observe les paysages qui rétrécissent petit à petit à travers le bleu. Bientôt, les plaines alsaciennes laisseront place aux montagnes à perte de vue. Attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in... C'est l'esprit riche en souvenirs que j'embarque dans cet avion pour rejoindre Alexis. Destination, les Pyrénées. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement épuisant de les filmer et d'avancer en même temps. Parce qu'à chaque fois je prends du retard, je dois le rattraper, eux ils peuvent m'attendre. Et dès que j'arrive, on repart. En plus j'ai tout le matos vidéo, ça pèse une blinde. Mais bon, c'est le prix à payer pour évoluer dans ce beau paysage. Sortir un gros sommet en VTT de montagne
c'est déjà, ça prend déjà la journée entière, il y a les contraintes de montagne, il y a les contraintes de timing, il ne faut pas se faire choper par la nuit, il y a les contraintes de météo, et on n'a pas, ça laisse pas beaucoup le temps de filmer ça. On a combien de pourcents à peu près? Du dénivelé total? Non, ouais, de la montée à peu près. 20%? Très rassurant. Ouais, 20. Pourquoi? J'ai mal au dos. C'est horrible. J'ai le dos en feu là. Je suis crevé de la saison que je me suis tapé. Et là, on est reparti dans les Pyrénées, avec cette fois les objectifs de faire, d'essayer de sortir par bonnes conditions et de faire vraiment des rails de haute montagne avec des contraintes de montagne et des terrains vraiment complexes à rider. Ce week-end, on avait choisi un spot où je savais qu'on pouvait faire 2 rides. C'est-à-dire qu'il y en avait un, c'est un vrai beau sommet de montagne, très esthétique, mais long, très long, avec beaucoup d'obstacles, compliqués à monter. Il y avait des couloirs, des glaciers rocheux, des faces un peu complexes, beaucoup de distance, enfin un vrai sommet de montagne. Et un autre qui était plus petit en dénivelé, plus proche. Je ne vais pas dire plus accessible, hein, parce qu'il était compliqué à escalader aussi. Là, c'est du freeride. Voilà. Mais on allait passer beaucoup moins de temps sur l'aspect montagne. Voilà. Et du coup, ce qui a laissé beaucoup plus de temps pour filmer. Ce qu'il y a de marrant, c'est qu'ici, je me sens vraiment comme à la maison. Moi. Ah, tu m'étonnes. Super zen. Ah, c'est magnifique. Les vautours qui nous attendent là. Donc voilà, donc on a fait les deux ce week-end-là. Ça donne deux rendus un peu différents. Hein. Un truc où on a dû se speeder et on n'a pas pris tous les plans qu'Alexandre voulait, ce qui est normal, et un autre où on a eu le temps. Et ça se voit. Donc là, je t'explique. Maintenant, on a fait la partie chiante. On va arriver à un col assez hostile, assez austère, tu vois. De l'autre côté, il y a des lacs magnifiques. Oh. On va traverser, c'est à peu près plat, et c'est trop beau, quoi. Après, on va traverser sur le côté, il va y avoir des roches rouges, comme du marbre rouge, quoi, tu vois. Ok. Et après, on va choper un couloir qui est séparé d'un côté blanc, un côté noir, un truc surnaturel. Yin-yang. Voilà, couloir vraiment infernal à monter, là, ça va être un peu comme le haut de la Coire. Enfin non, c'est pas aussi raide, mais ça faudra rester groupé pour pas se balancer des pierres. Yeah. Jusque-là, bien joué. Check. Merci. Donc, qu'est-ce que tu en penses de la descente, là? Bah là, je pense que ça va être costaud. Après, on arrive à une sorte de micro-vallée, mais vraiment la vallée, tu peux toucher 2 parois de chaque côté, comme ça. Après, tu as un glacier mais pas en glace, en pierre. Ok.
pour de vrai, un truc gris en pierre là comme ça, qui ressemble exactement à un glacier. Puis après tu montes dans des... Là tu as le sommet qui sera à gauche, là ça fait une grande dent blanche, et puis après il faut traverser, il y a 2-3 passages un peu chauds, et après tu arrives sur l'arête finale, où c'est une grande arête de marbre blanc, qui monte jusqu'au sommet quoi. Bien exposé Pas trop l'arête finale, non ça va. Et en haut t'es en haut et t'es trop content. Ça va, j'imagine. Ouais, c'est bon, ça filme. Ça filme? Ouais. C'est bon? Je passe devant, je passe devant. Vas-y, je te suis. Mais il a dit que c'est bon? Ouais, ouais. Ok, vas-y. Et je l'ai vu tout de suite, dès le premier sommet qu'on a fait, la Punta Alta de las Blancas. Là. Chaud ici. En fait, il s'est mis à descendre en mode compète, quoi, c'est-à-dire en attaquant, au taquet, en prenant le max de speed là où il faut quand même plutôt faire gaffe, quoi, tu vois. Au moment de descendre, j'avais du mal à prendre mes repères. Mais pas j'avais du mal à prendre mes repères où c'était trop compliqué ou autre, mais j'arrivais pas à déconnecter le mode compétition. Et c'est vrai que tout de suite, là, on était avec Pierre, et à plusieurs moments avec Pierre, on s'est regardé, et puis on a dit, putain, il faut lui dire d'y aller plus soft, quoi. Parce qu'en montagne, t'as pas le droit qu'il t'arrive quelque chose. Mais moi, j'étais tellement dans cette saison de compétition où j'ai énormément évolué en technique, en ride, etc., que quand inconsciemment ton cerveau te dit « il faudrait peut-être que tu te calmes », t'arrives pas. C'est-à-dire que sur une compète, tu peux te blesser, t'as les secours qui sont juste à côté, voilà. Sur une compète, il y a aussi une autre dimension à prendre en compte, c'est que le tracé, il est fait pour être descendu à vélo. Par définition, donc ça veut dire que tu sais que tu as tout passé. Et là en montagne c'est pas la même chose, parce que tu reconnais pas tout, évidemment, tu vas pas en reco sur toutes les sections, il y a plein de choses qu'on fait à vue, et il peut arriver des trucs imprévus complètement, quoi, sur le terrain. Attends, je suis venu vers toi. Oh putain. J'ai vraiment vu qu'il a monté en niveau, il a passé des trucs de façon impressionnante et vraiment rapide. T'as trouvé plus barbare que toi, Pierre? Peut-être un peu trop. Bon, écoute, ouais. Je suis d'accord. Mais pour le coup, moi, il me semblait pas avoir beaucoup de marge, quoi. Et on lui a dit tout de suite, quoi, qu'il fallait voilà, quoi, y aller plus soft et garder de la marge. Putain, Alexandre, il est descendu comme un bœuf au début, là. Faut faire gaffe, hein, parce que... Écoute, je le connais pas, mais moi, ça me paraît bizarre, quoi. Je vais lui dire quand même, parce que... Quand j'étais reparti rouler avec Alexis, je me suis dit, ce que tu recherches, c'est le vélo de montagne, c'est l'isolement, c'est la technique, c'est la beauté des paysages et tout. Magnifique! Vraiment impressionnant ton passage. Et là, sur ce premier sommet, je me suis vraiment remis en question, je me suis dit, non, c'est pas ce que tu recherches. Si c'était ce que tu recherchais vraiment, tu serais tout content, tu serais émerveillé. Et là, c'était pas le cas. J'étais pas déçu, je vais pas utiliser les mauvais mots non plus. Mais je pense que le vrai mot, c'est que je ne ressentais pas grand-chose. Et à ce moment-là, ça a commencé vraiment à m'inquiéter parce que je ne savais pas qu'est-ce que je recherchais. Moi, dans ma tête, un sommet, il est réussi quand je suis à 95-98% de sections descendues sur le vélo.
Regardez-moi cette vue. Alexandre, visiblement, c'était pas le même état d'esprit. Lui, il voulait descendre le plus fort possible. Voilà. Mais du coup, on a beaucoup discuté de ce sujet. Et le lendemain, on a fait le deuxième sommet, qui était beaucoup plus technique et beaucoup plus expo. Et putain, là, Alexandre, il m'a fait flipper, quoi. Oh. Wouah, le truc de malade! À ce moment-là, on arrive sur le sommet et je suis juste bouche bée. J'ai pas les mots, je me retrouve face à une falaise avec un vide de 1000 mètres. Là, vous pouvez voir, tout ça, c'est que des falaises, là. Juste là aussi, on a une falaise plongeante. Il y a combien de mètres jusqu'en bas? 600 mètres, 800 mètres? 1000 mètres, ok. Et là, on se dit, il y a peut-être une carte à jouer. Moi, j'ai les étoiles dans les yeux parce que c'est typiquement ce que je recherchais. Quelque chose qui te procure des émotions. Et là, de voir cette crête avec un vide de 600, 800 mètres jusqu'en bas, tu te dis, je pense que là, on va vivre des émotions assez fortes, quoi. C'est exposé, mais je ne m'approche pas trop non plus. Je vais rester là au maximum. Avec le GH1 classé. Alexis est en train de préparer le drone. La pression monte quand même petit à petit. Et là, j'enfile mon casque, les gants, j'allume la caméra. C'est tout bon? Allez, j'y vais. Ah, putain, Alexandre, quand il a pris la ligne, en fait, j'ai vu à sa GoPro, enfin j'étais pas sur place, moi j'étais au drone, donc j'ai vu ça que de retour une fois à la maison, quoi. Et sur sa GoPro, en fait, je vois bien que il y a un on-off, quoi. C'est-à-dire qu'il prend le guidon entre les mains, d'un coup il est en mode ride et instinct uniquement, quoi. Il n'a pas du tout pris en fait la ligne qu'on avait prévue, lui. Il a pris en fait la ligne. C'est vrai qu'elle n'était pas forcément moins logique, elle était même plus logique dans le fond, mais elle était totalement expo et on n'avait pas fait de reco sur cette ligne-là. Et du coup, il a pris la ligne la plus expo possible, quoi. Il était à 30 cm d'une falaise de taré. Les images, elles rendent impressionnantes, hein, celles qu'on a prises, mais je peux vous dire qu'en vrai, même moi qui ai l'habitude de la montagne, je faisais pas le fier là-haut. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'en fait, quand on discutait, qu'on était à pied et tout, je voyais qu'il était impressionné, qu'il avait peur du vide, ce qui est normal, hein, moi aussi, hein, on a tous peur du vide. Hein, alors je m'approche, mais pas trop non plus. Mais dès qu'il part sur le vélo, il n'y a plus de notion de risque, de danger, c'est j'attaque, quoi. Et franchement, cette première ligne, la façon dont il l'a sortie, c'est impressionnant son ride, hein. Je dis pas le contraire, hein. C'est impressionnant. Déjà, il avait aucune marche, quoi. C'est-à-dire que tu avais le mauvais caillou au mauvais endroit qu'il n'avait pas anticipé, il partait pour une chute de plusieurs centaines de mètres, quoi. Du coup, en fait, il s'est à moitié foiré sur la première fois, c'est-à-dire qu'il a pris un truc trop rapidement. Il n'y avait pas de marge de freinage, et du coup, il a engagé dans la face qu'on avait dit juste avant qu'on ne pouvait pas faire. Le problème, c'est qu'à la limite, toi, même si tu tombes, tu vois, tu peux toujours te rattraper, je pense, mais le vélo, tu le retrouves tout en bas de la falaise. Ouais.
Ça va être costaud. C'est-à-dire que cette face-là, une fois que tu étais parti dedans, elle était beaucoup trop raide, avec des marches énormes, vraiment très très raide, terrain absolument merdique, le truc le plus merdique qui existe en montagne, quoi. Je sais pas comment il a fait, il a réussi à coucher le vélo, pourtant il allait vite à ce moment-là, on le voit sur les images. Mais ce truc-là où il a réussi à coucher le vélo, ça aurait bien pu finir par un vol dans l'autre sens, et là le vol, il aurait fait, mais... Là, en fait, vu l'inclinaison du truc, le vol, il serait tombé 10-15 mètres plus bas, il aurait roulé, enfin c'était... Laisse tomber, quoi. Mais ça, je m'en suis pas rendu compte sur le moment, c'est après, une fois de retour à la maison, quoi. J'ai juste vu au drone qui avait pas bien pris la ligne, mais rien de plus, quoi. C'est tout bon. C'est tout bon. C'est tout bon. Je suis à 2 doigts de tirer tout droit dans une face où tu ne peux pas t'arrêter, tu ne peux pas te permettre de faire ça. Et j'ai un calme olympien. Je suis calme. J'ai couché le vélo, j'étais en mode... Ouais, bon, je suis allé trop vite, je vais remonter, je vais dire à Alexis, voilà, et tout. Moi, il est remonté, il était cool. Il me dit, ouais, je suis un peu sorti de la ligne, j'ai pas pris de vitesse, mais j'ai géré. Il n'était pas 2 secondes inquiet. Moi, j'aurais fait ce qu'il avait fait, je serais comme ça, quoi. Mais là, j'ai tellement confiance quand je suis sous mon casque, tellement confiance quand je suis sur mon vélo, cette peur-là, en fait, elle ne m'atteint plus du tout. Et là, il est remonté tranquille. Et puis il dit, pas de problème, je la refais. Alors moi, je me fie à mes coéquipiers, c'est-à-dire que si je les vois qui ressentent le truc et qui sont tranquilles, je les laisse faire, hein. C'est eux qui décident. Hein. Et du coup, voilà, on l'a refait. Mais cette fois-ci, en fait, il l'a refait en essayant... Alors, il n'a pas suivi encore totalement la ligne, mais pour le coup, il l'a fait en contrôle, la deuxième fois. Et on le voit bien à l'image, il va moins vite, moins bourrin. Il prend, alors il s'écarte un peu de l'itinéraire qu'on avait décidé. Le vrai itinéraire, on le voit sur ma GoPro. C'est vrai qu'il est moins impressionnant, mais c'était celui, il n'est pas forcément moins technique, mais c'était celui qu'on avait vraiment repéré et qui permettait de minimiser un peu le risque et de ne pas faire un mouvement technique ou une grosse marche pile l'endroit le pire, quoi. Par contre, il y a un truc qui m'a vraiment étonné, c'est qu'en fait, c'est qu'il n'ait pas peur, quoi. Et là, j'ai du mal à le comprendre. C'est-à-dire que normalement, déjà, c'est le genre de ligne que t'as pas envie de faire 5 fois, quoi. Lui, ça lui faisait aucun problème de la refaire. Et surtout qu'il a failli quand même se viander la première fois, et bien. Et il l'a refait quand même. Et là, a posteriori, ça me fait prendre conscience de quelque chose, c'est que on n'a pas du tout tous le même niveau de peur, tu vois. Mais moi, j'ai quand même l'habitude de la montagne, c'est-à-dire que je pense pas... Bien sûr, j'ai un peu peur sur des trucs comme ça, hein, mais je pense pas, j'ai pas du tout une peur exagérée ou exacerbée. Mais que le fait qu'Alexandre, qui soit pas du tout dans son élément, quoi, qui vient des plaines d'Alsace, là, il se retrouve sur cette arête de roche, c'est vraiment le type de terrain le plus impressionnant qui soit en montagne. La lame de rasoir, avec très raide à gauche, falaise totale à droite, c'est ultra impressionnant, avec un terrain cassant. Et le fait que lui, il refasse le truc tranquillou, quoi. Franchement, ça m'impressionne. Alors, ça m'impressionne, mais il faut aussi qu'il fasse attention, quoi. C'est ce que je lui ai dit après, c'est-à-dire que c'est une énorme qualité, parce que du coup, il se focus que sur le ride. Il faut qu'il prenne conscience, Alexandre, qu'il a un niveau de peur qui est quand même hyper low. Parce qu'en fait, la peur, elle a quand même une fonction à la base, hein. Elle sert à t'éviter de prendre des risques excessifs. Et quand t'as pas assez peur, ça peut être un problème, quoi. Moi, j'avais passé beaucoup de temps en reco, alors qu'Alexandre il se préparait. Moi, j'ai passé bien 20 minutes en reco, hein. Quand je l'ai attaqué, j'avais en tête chaque caillou problématique. Et quand je vois qu'Alexandre, il est sorti de la ligne, forcément, il n'avait pas reconnu par là où il est passé, du coup, ça veut dire qu'il a tout improvisé. Donc, il a géré, hein, il a descendu, il est encore là. Mais par contre, s'il fait ça, s'il faisait du vélo de montagne toute l'année et qu'il faisait ça tous les week-ends, je pense qu'à mon avis, il ne durerait pas très longtemps, quoi.
En avant pour l'aventure, c'est tout bon. Oh putain, trop beau. Magnifique. On est quand même allé chercher encore l'adrénaline, pousser le cran un peu plus loin. On avait repéré un petit piton rocheux. Alors, c'est vrai que ça semble con parce que c'est pas dans la continuité de la ligne de descente, c'est un truc qu'on est allé faire à part. Et c'est vrai que c'est pas du tout ma pratique, c'est pas ce que je fais d'habitude. Mais pour être franc, il était tellement beau ce petit piton que c'est pas parce qu'il y avait Alexandre. J'aurais été tout seul ou j'aurais été avec un autre coéquipier, je serais allé le faire quand même. Parce que c'est tellement rare d'avoir ce genre de config, d'avoir un pic, mais un truc comme ça, avec plusieurs centaines de mètres de vide de l'autre côté, quoi. Et là, on va vivre en quelque sorte le deuxième climax de cette sortie. Donc on a ce surplomb rocheux à 500-600 mètres de haut qui fait face à la crête qu'on vient de descendre, c'est tout simplement incroyable. Cette fois, Alexis va y aller en premier, donc je le filme avec mon GH5. Et à ce moment-là, j'ai eu un peu la puce à l'oreille. Moi, j'ai l'habitude du vide quand même. Mais en fait, quand tu te retrouves en vélo, parce que là, le pic en haut, il fait ça de large, quoi. Il fait 1 mètre, même moins d'1 mètre, parce que c'est un peu incurvé, quoi. Et là, c'est tellement flippant. Comment ça fait flipper? J'y vais. T'as vu quand je me suis mis sur le vélo, je tremblais. J'ai jamais vu ça. Ça m'a jamais fait ça. C'est déjà arrivé à tout le monde d'enfourcher son vélo et de taper le pied dans la roue en même temps et puis de trébucher un peu. Et voilà, quand tu es sur le parking en bas de chez toi, ça n'a aucun impact. Tu trébuches de 50 cm. Là, il t'arrivait ça. On serait encore en train de tomber là. Alexandre, là c'est pareil, c'est là que j'ai vu qu'il n'avait pas peur du tout, parce que quelqu'un qui n'est pas habitué à la montagne, c'est pas possible d'arriver sur le pic et de lever le vélo. Lever le vélo, c'est encore autre chose, hein, parce que là, tu es en déséquilibre. Hein. Tu es vraiment, bon là, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de... C'était calme et tout, donc ça allait, quoi. Mais franchement, en fait, il n'avait pas peur du tout. Et il l'a fait 2 fois, puisqu'il est reparti pour le faire au plan drone. J'ai eu un retour à la réalité, c'est-à-dire que je vais entendre Alexis, bon, dépêche et tout. Fais gaffe, non, vas-y. D'ailleurs, en dérochant, on entend Alexis à un moment qui dit, oh putain, au moment où je soulève le vélo. Putain. Je dois dire que dans ce genre de situation, être sur le pic ou filmer ton pote, c'est aussi flippant de filmer son pote que d'être sur le pic. Même pas tout chaud, frère. On s'était dit qu'on allait rejoindre la grande face de la montagne. Et en fait, Alexandre, comme en haut, hein, il a vu un truc qui l'a plus motivé.
et il a suivi l'arête, le fil de l'arête. Moi, j'étais pas allé en reco dessus, donc j'étais un peu plus en retrait, j'avais pas vu à ce moment-là le fil. Pour moi, il me semblait pas roulable, mais j'étais pas allé dessus. Donc bon, mais de loin, il me semblait pas roulable parce qu'il y avait quand même beaucoup de picots rocheux et tout. Donc en règle générale, ça passe pas. Et en fait, c'est vrai que j'ai vu Alexandre engager l'arête. Bon, moi j'étais au drone, j'étais prêt à filmer autre chose, juste une descente directe. Bon, j'ai dû changer au dernier moment, voilà. En fait, bon, il a tout enchaîné à vue, ce qui est une belle perf, hein, parce qu'un truc comme ça, en fait, à vue, c'est chaud, quoi. C'est des réseaux de cavernes hein, souterrains qui vont dans la montagne, et ça fait des puits, comme des crevasses, comme sur des glaciers, mais en glace, sauf que là, c'est des crevasses de pierre, et qui peuvent faire des dizaines de mètres de profondeur. C'est pas un gros en plus, hein, celui-là. Il y en a des vachement plus gros. Oh la violence. Eh, faut faire gaffe quand même. Hein. Bah si t'arrives là trop vite, bah ouais, tu vois. Ouais, en plus la mort horrible là. Ah quelle horreur. 20 mètres au moins, non? Tu vois, une quinzaine au moins. Et le problème c'est que souvent ils sont cachés derrière des déclivités de terrain. Alexandre, il a tendance à aller quand même vachement vite. Une déclivité, tu sais, oh, je vais la sauter, je vais machin, enfin tu vois, où je passe vite. Du coup, dès qu'on a vu les premiers puits et tout, de toute façon, là, Alexandre, d'un coup, il s'est dit, ouh, j'ai pas envie de crever comme ça. Ça doit pas être très agréable, là, de voir la bouche noire, là, te bouffer, là. D'ailleurs, j'ai pris le lead à ce moment-là, parce que, tu vois, comme ça a canalisé Alexandre. Je t'écoute. Il faudra qu'on atteigne. C'est la boule qu'on voit, là. La petite bosse, là, au milieu. Ouais. Donc là, on va prendre les crêtes, t'es d'accord, c'est plus cool. Ouais. Et on rejoint. Ouais, ok. Ça me va. On était sur une sorte de piège sur cette face, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait passé la cheminée pour monter sur la face, tout le tour, c'était des falaises. C'est-à-dire qu'en fait, on devait retrouver ce point exact pour repasser au seul endroit où on pouvait descendre. Avec cette vue, c'est splendide. Hop. Wow. Ouais, je suis dans ta roue, Tout ce ride, il avait quand même une sensation assez bizarre parce que, en fait, on a cumulé tous les trucs flippants en montagne, à part les conditions météo. Mais l'engagement, au sens plus général, l'engagement dont on parle quand on fait une course en montagne, ça veut dire l'altitude, l'isolement, la complexité de l'itinéraire, les aléas d'hiver, météo et tout ça, c'est ça l'engagement en fait. Tu te blesses, tu te pètes une cheville, bah déjà tu es immobilisé en haut, tu peux absolument pas descendre, y a des passages d'escalade, il y a des rochers partout, tout ça. Se traîner avec le mental, c'est un truc qu'on voit dans les films ou les bouquins, mais en vrai tu peux pas. Hein. En vrai, tu restes comme une merde en haut de la montagne. Si t'as pas le matériel pour survivre à une nuit, parce que là, t'es à 3000 mètres, là, il fait 15 degrés avec le soleil, t'as l'effet de chaleur direct du soleil. Par contre, quand tu passes de nuit, bah, tu peux vite passer à 0 degré, sous 0 degré. Si t'as un peu de vent, tu passes à moins 10 degrés, par exemple, hein, avec un ressenti. La température ressentie, c'est pas un truc virtuel, hein, c'est la vraie température. C'est la vitesse d'évacuation des calories du corps. Et donc, passer une nuit entre 0 et moins 10 degrés,
en règle générale, tu crèves, quoi. On va souvent aussi avoir en tête que les secours en montagne vont nous chercher, mais en fait, non, parce que déjà, t'as pas de réseau en montagne. Les téléphones, là où on est, ne passent pas. 90% du temps, ils passent pas. Donc, pour appeler les secours, il faut que ton coéquipier, si t'en as un, il descende jusqu'à la bagnole. À la voiture, souvent, t'as pas de réseau non plus. Que la voiture, t'ailles au fond de la vallée. Que là, t'arrives à appeler les secours. Donc là, t'es à 3-4 heures plus tard. Hein. Et en admettant que, par exemple, t'aies pas d'autres impondérables, comme la météo. Parce que si tu te retrouves pris dans les nuages, dans une tempête, dans un orage, un truc comme ça, là non plus, t'as pas de secours en montagne, en admettant que tu t'aies réussi à les déclencher à temps et tout ça. Et ça... Enfin, il y a plein de choses qui mettent en jeu ton pronostic vital en montagne. En fait, le risque acceptable en montagne, c'est 0. C'est-à-dire que tu ne dois pas te blesser. D'où le fait que je roule avec une marge énorme en permanence. Et c'est vrai que j'ai pris tellement cette habitude que même si je vais faire un tracé d'enduro, je prends une marge sans faire gaffe, quoi. J'ai du mal à vraiment attaquer en me mettant à la limite. Je le fais quasiment jamais. Ouais. Alors regarde. J'aurais pu passer. Ah. Psychologiquement, mentalement, c'est beaucoup plus dur parce qu'il faut intégrer ça. Alors c'est beaucoup plus dur quand tu l'as en tête. Pour Alexandre, c'est pas plus dur puisque lui, il fait abstraction de ça. Donc Alexandre, il n'y a pas de problème avec ça. Allez. Et c'est vrai que, voilà, quoi, il m'écoute, effectivement, il comprend les choses. Mais de temps en temps, quand il est sur le vélo et que t'as le cerveau qui se met sur... alors je vais pas dire off, mais qui se met sur ride, ou sur attaque plutôt, là il oublie ça, et il y va, quoi. Putain, comment il est comme un bourrin, quoi. J'y crois pas, quoi. Donc faut faire gaffe, quoi. Après, du coup, en montagne, on part aussi avec beaucoup d'équipements pour parer certains risques ou pour, on va dire, maximiser nos chances s'il arrive un incident. Je parle pas de trucs de sauver, hein. Je parle d'augmenter les probabilités de survie, quoi. C'est juste influer un peu sur les statistiques, hein. Pour moi, c'est pas parce qu'on a tous les équipements dans le sac qu'on va survivre. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on a, du coup, comme équipement qu'on emporte? D'abord, moi, j'ai un téléphone satellite, mais c'est pareil, le téléphone satellite, ça fonctionne pas partout. C'est-à-dire que sur un sommet, ça va fonctionner, au fond d'une vallée, ça va pas fonctionner. Parce qu'il faut qu'il ait une liaison directe avec les satellites, et les satellites de ce genre de téléphone, il n'y en a pas 1 milliard dans le ciel, quoi. Donc c'est aussi faut pas considérer que ça va te sauver. Tout ce qui est couverture de survie, on a des doudounes, des trucs pour passer, pour résister au froid. Il y a tout un panel de médocs, d'antidouleurs et tout ça, ce qui fait qu'on a des gros sacs. Et sachant que les gros sacs, c'est aussi pratique pour pouvoir porter le vélo efficacement, quoi. Voilà. Pour conclure, il est important pour moi de vous présenter mes bons côtés comme mes mauvais côtés, avec une quête d'adrénaline qui me pousse à vivre chacun de mes jours comme si c'était le dernier. Alors oui, ce documentaire m'a fait prendre conscience d'une chose. Si je ne veux pas mourir jeune, je vais devoir radicalement changer ma vision du ride. Et pour tout ça, il va falloir que je m'isole du bruit du monde et que j'écoute le silence de l'âme. Mais ça, c'est pour une prochaine aventure. Seems to face up through the facts and turns on nervous and I can't relax. I can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better run, 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 run away. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better run, 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 run away. Oh,
les couilles. Oh.